Finier, bonjour. Bonjour. Normalienne, énarque, diplomate de métier, mère de 4 enfants, vous vous êtes lancée très tôt dans un combat pour faire évoluer le modèle éducatif. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais d'abord essayons d'y voir un peu plus clair dans l'actualité de ce projet de loi contre les séparatismes qui englobe aussi un volet école. Et je vais vous poser, puisque vous le suivez de bien plus près que moi, je vais vous demander déjà où en est-il ce projet qui était en étude, je crois, au Sénat à la fin du mois de mars. Alors c'est un projet qui découle d'une annonce présidentielle le 2 octobre dernier dans le discours des Mureaux, avec l'idée de s'occuper des menaces séparatistes islamistes, hein, les choses étaient précisées à cette époque, qui pèsent sur la France. À la suite de ça, il y a eu un projet de loi donc, qui a émané du gouvernement. Ce projet de loi a eu un avis au Conseil d'État, comme tous les projets de loi. Et lors de cet avis, il a été en partie réécrit sur le siège, ce qui est déjà le signe d'un certain problème, puisqu'il était sur le point de se faire retoquer en partie par le Conseil d'État dans sa partie d'avis consultatif préalable à l'émission du projet de loi. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y avait de forts risques d'inconstitutionnalité. Donc, il a été bricolé sur le siège, ça veut dire à vif, comme ça, en improvisant un peu pour sauver les meubles. Moyennant quoi, le texte est très contradictoire, hybride et assez mal conçu. Il est arrivé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, un nombre invraisemblable d'amendements et surtout d'amendements de suppression pour l'article 21 ont été déposés. À la stupéfaction générale, alors que c'est un texte qui porte sur plein de sujets extrêmement épineux, qui peuvent faire bouger la loi 1905, la loi 1901, qui touchent au culte, qui touchent à plein de sujets très sensibles, eh bien, le sujet dont on a parlé de manière massive, ça a été le sujet de l'école à la maison. Et subsidiairement, la question plus large des attaques contre la liberté d'enseignement et donc contre les écoles privées hors contrat. Il y a eu des heures et des heures et des heures de débat, au terme desquels plus de 70 dépôts d'amendements de suppression ont été déposés. Et finalement, il a fallu que le ministre batte le rappel pour que, avec l'effet Godillot bien connu propre à la Ve République, le texte passe. Mais La... alors, pardon de vous interrompre, alors que l'école hors contrat en France est assez réglementée, c'est-à-dire que les associations ou les organismes qui le font sont assez surveillés et peuvent être surveillés administrativement. Pourquoi il y avait besoin d'un nouveau projet de loi alors qu'il y a déjà une manière de pouvoir les encadrer et de suivre un peu ce qui s'y passe? Vous avez tout à fait raison de souligner cette réalité. En fait, depuis l'arrivée du président Macron au pouvoir, il y a eu une succession de lois qui ont donné des tours de vie successifs à la fois sur l'école à la maison et sur les écoles hors contrat. Et notamment la fameuse loi Gatel de 2018, mais aussi la loi pour l'école de la confiance. Donc, cette succession de tours de vis, normalement, ont donné lieu à une sorte d'équilibre qui a été qualifié en juin dernier devant le Sénat par le ministre Blanquer d'un état d'équilibre satisfaisant. Et quelques mois après, de satisfaisant, cet équilibre est devenu insatisfaisant, il a fallu tout à faire cessante le reconsidérer. Donc, il y a un phénomène d'acharnement contre la liberté d'enseignement, parce qu'on a quand même pris trois lois d'affilée, plus des décrets, en 3 ans. De la part d'un ministre qui expliquait qu'il ne voulait pas donner de nom à une loi. Et c'est assez fascinant de voir qu'alors qu'on a subi une succession d'attentats terroristes, alors que les rapports se succèdent pour expliquer qu'on a un vrai problème à l'éducation nationale en matière de prévention du séparatisme islamiste, alors qu'on a connu l'horrible attentat contre Samuel Paty, alors qu'il y a eu le rapport Robin, puis le livre de l'ancien inspecteur général Jean-Pierre Robin, alors que désormais on fait des remontées, il y a même un étage complet, un bunker d'un étage complet à l'éducation nationale qui traite les remontées de signes de radicalisation qui émanent du terrain,
Dans ce projet de loi sur le séparatisme qui a été opportunément ou inopportunément renommé pour le respect des principes de la République, républicain, il n'y a pas une ligne qui porte sur l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on va prévenir la montée du séparatisme islamiste, mais on n'aura pas une seule mesure qui va porter sur l'éducation nationale ou sur les établissements sous contrat. Déjà, le paradoxe, il est déjà là. Ça veut dire qu'on va agir sur ce qui représente moins d'1% de la population scolaire française. Ces 1% ayant fait l'objet de tours de vie successifs extrêmement forts depuis 3 ans. Et on en est déjà à la 4e loi. Est-ce que vous sous-entendez là qu'en fait, ce projet de loi ne s'adresse pas uniquement au séparatisme islamiste, mais qu'il concerne aussi assez directement les écoles sous contrat ou hors contrat? Est-ce que c'est cela que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que la lutte contre le séparatisme islamiste est un prétexte et que l'objectif de ces lois n'est pas celui-ci. La preuve, c'est que la plupart des phénomènes inquiétants qui sont développés dans le cadre de l'éducation nationale et qu'il n'y a pas une ligne de ce projet de loi qui porte sur ce qui se passe à l'éducation nationale. Donc c'est une preuve suffisante. Donc l'objectif de ce projet de loi n'est pas ça. L'objectif, je ne suis pas assez bien placée pour savoir quel il est, mais c'est clair qu'il n'est pas de lutter contre le séparatisme islamiste. Maintenant, voilà une preuve aussi très intéressante que j'ai publiée sur mon Facebook. Le chef de cabinet de Jean-Michel Blanquer, qui s'appelle Pacouille, a fait une réponse à un père de famille qui lui demandait pourquoi il y avait ce projet de loi sur le séparatisme, en expliquant qu'en réalité, à partir du moment où des parents faisaient le choix d'une alternative à l'école publique, en choisissant l'école à la maison, ils faisaient montre en soi de séparatisme social, de nature anti-républicaine. C'est-à-dire le seul fait de ne pas placer son enfant dans l'école publique ou sous contrat et de choisir de l'instruire soi-même, c'était démontrer du séparatisme social. Mais normalement, dans la Dans déclaration certains des cas, droits de je l'homme, précise juste, et il précisait dans la lettre, et dans certains cas, de séparatisme islamiste ou religieux. C'est-à-dire qu'en fait, la lecture qui prévaut par ceux qui poussent cette loi actuellement au gouvernement, c'est que c'est anti-républicain, c'est que c'est faire lieu d'un refus de mixité sociale, idéologique, religieuse, et c'est le fait de vouloir préserver ou soustraire ces enfants à une certaine vision des choses dites républicaines. C'est ça le vrai motif des gens qui font l'école à la maison, et c'est pour ça qu'ils doivent être dissuadés de recourir à l'école à la maison. Et l'objectif ouvert du gouvernement, c'est de réduire le plus possible le nombre de gens qui font l'école à la maison, et de réduire le plus possible le nombre de gens qui pratiquent l'instruction dans le cadre des écoles hors contrat. C'est donc un objectif vraiment de malthusianisme, de rendre les choses le plus comment dire, dissuasif pour que les gens ne soient découragés en fait de choisir ce type de solution. C'est vraiment cet objectif-là. Ce n'est pas l'objectif de lutter contre le séparatisme de nature islamiste ou même religieux. C'est l'objectif de mettre tout le monde dans l'école publique ou sous contrat. et ça, c'est une atteinte quelque part aux libertés individuelles, parce que je crois que les parents, selon les lois françaises, et peut-être même, je crois, à la Déclaration des droits de l'homme, ils ont le droit de choisir le modèle éducationnel de leurs enfants. Oui, et Normalement. c'est pour ça qu'il va y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel, qu'il est fort probable que ce recours conclue à une inconstitutionnalité majeure de ce projet de loi. Et ce risque constitutionnel, il a été dénoncé, il a même été reconnu par Blanquer depuis le début. C'est-à-dire que là, le gouvernement joue à la limite de ce qui est acceptable en démocratie, parce qu'il se met à démonétiser la valeur des parents, la valeur du droit de choix des parents, des droits éducatifs des parents. Et le discours sous-jacent, c'est de dire que l'État est mieux placé pour savoir ce qui est bon pour l'enfant, et que si les parents veulent s'occuper directement de l'enfant et faire des choix pour l'enfant au regard de leurs considérations, eh bien ce n'est pas acceptable, c'est déjà une forme d'obscurantisme anti-républicain qu'il convient d'essayer d'éradiquer. Et la première version de la loi qui a été supprimée dès la commission à l'Assemblée nationale était très intéressante, parce qu'elle disait que lorsqu'on demandait une dérogation pour pratiquer l'école à la maison, on ne pouvait pas mettre en avant ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques des parents. On pouvait simplement mettre en avant la situation factuelle de l'enfant.
il est malentendant, il doit voyager beaucoup, il est sportif de haut niveau, il est phobique. Mais on n'avait pas le droit de dire qu'on voulait faire l'école à la maison, par exemple, parce que on voulait que l'enfant puisse suivre une pédagogie plus douce ou plus conforme à la nature, ou respectant le rythme naturel de l'enfant, ou pour lui enseigner par exemple la langue de la mère qui peut, je sais pas, être le suédois ou ce qu'on veut. On n'avait pas le droit d'avoir un projet personnel en tant que parent pour l'enfant. Et ça, c'est quand même sorti d'un texte qui a été, entre guillemets, validé, en tout cas qui est sorti du gouvernement par l'apport du Conseil d'État. C'est déjà inouï en soi d'arriver à un texte pareil. Et évidemment, ce texte, il était en soi inconstitutionnel, illégal, inconventionnel, et il a été toiletté dès la commission de l'Assemblée nationale tellement qu'il était inconstitutionnel. Mais ça donne très bien l'esprit de ce qui voulait être fait. Ce qui voulait être fait, c'était de dire, si les enfants en tant qu'eux-mêmes peuvent être dans une situation qui fait que l'éducation nationale ne peut pas traiter leurs besoins, alors d'accord pour qu'ils fassent l'école à la maison. C'est cette logique-là qui prévaut pour le régime du CNED réglementé. Si vous accédez au CNED réglementé, c'est que matériellement, vous ne pouvez pas être pris en charge par l'éducation nationale. Donc en fait, cette logique de texte voulait donner le choix de l'école à la maison que quand justement il n'y a pas de choix, quand c'est mécanique. Mais à partir du moment où vous voulez poser un choix qui est un choix libre, un choix éducatif, alors ce choix des parents est rejeté en tant que tel. Et ça, c'est une rupture majeure, parce que ça voudrait dire que les parents n'ont plus voix au chapitre en termes de choix. Et c'est aussi une rupture majeure par rapport à tout l'équilibre de l'enseignement libre, parce qu'en France, l'enseignement libre, qui est quand même à 95% confessionnel, repose sur un choix des parents. Un choix des parents pour leur enfant, un choix de transmettre leur foi, un choix de faire évoluer leurs enfants dans une certaine rigueur, dans une certaine discipline, dans un cadre où les parents seront plus respectés ou plus entendus, parce que plus représentés qu'à l'école publique, dans un choix où il peut y avoir aussi une certaine attention des parents, plus que dans l'école publique, ne serait-ce que parce que les parents paient. Donc forcément, il y a un investissement, quand on paie, on fait plus attention. Donc toutes ces considérations-là, en fait, elles sont considérées comme irrecevables aujourd'hui dans le contexte présent, politique et j'ai envie de dire un peu anticlérical ambiant. Et là, on est vraiment face à une rupture. Et par contre, le gouvernement n'avait pas anticipé la vivacité de la réaction des gens qui se sont rendus compte qu'on était en train de leur arracher une liberté majeure et que cette liberté, ce n'était pas la liberté d'un caprice, c'était une liberté démocratique majeure. Parce que c'est lié à la liberté de conscience, à la liberté d'opinion, à la liberté d'entreprise, à la liberté d'association et à la liberté religieuse. Donc on touche beaucoup de liberté à la fois en empêchant ça. Donc finalement, en fait, pour en tout cas officiellement surveiller de plus près ce qui se passe dans certains cas de séparatisme islamiste d'enfants qui sont en rupture totale avec la République, qui reste quand même une minorité en France, l'État s'attaque à tout système qui sort du système éducatif organisé, de l'éducation nationale. C'est un peu ça le paradoxe. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, on nomme pas le problème, d'ailleurs on le nomme même pas dans la loi, on ne sait pas ce qu'on cherche. Personne n'a défini ce qu'était le séparatisme de toute manière. Et dans la loi, nulle part il y a le mot séparatisme. Une fois qu'on a sorti l'étude d'impact, l'exposé des motifs, etc., dans la loi elle-même, il n'y a rien. Donc on ne sait pas ce qu'on cherche. On sait juste qu'il plane une sorte de suspicion généralisée et on rompt avec l'ordre qui est prévalé jusqu'à présent et qui prévaut encore, parce que pour l'instant cette loi n'est pas passée, selon lequel en fait un citoyen français pouvait tout à fait faire le choix de l'école publique, de l'école privée sous contrat, de l'école privée hors contrat ou de l'instruction en famille. Ces choix n'avaient pas de hiérarchie de valeur. Ils n'avaient pas à se justifier pour faire ce choix. Ils n'avaient pas à dire c'est parce que mon enfant est malade ou c'est parce que j'ai une religion minoritaire. Ils n'avaient pas à le dire. Ils pouvaient, s'ils les interrogeaient, le dire, mais ce n'était pas systématique. On considère que ça faisait partie de la liberté de conscience qu'on n'avait pas à se justifier. Tandis que là, maintenant, on passe dans une logique où on est suspecté a priori de séparatisme et on doit se justifier d'être de bons républicains. Et si on peut prouver qu'on est de bons républicains, alors peut-être qu'on tolérera qu'on utilise nos libertés d'éducateurs.